Ça va plus vite. Bon, bonsoir, on va démarrer la séance du conseil municipal, la dernière de la mandature. Donc je propose qu'on fasse d'abord l'appel et puis après on passera à l'ordre du jour. Jean-Luc Bléer, Michael Kiel, présente. Paul Rodriguez. Présent. Yvette Toussaint. Présent. Vincent Cowet. Présent. Annie Segor-Moutel. Présent. André Pierry. Présent. Ursula Auger. Présent. Maurice Joly. Présent. Michel Blanchard. Présent. Chantal Chotard. Présent. Christophe Poirier. Présent. Cassandre Métayer. Présent. David Coléo. Présent. Marie-Laure Poupez. Pouvoir. René. Caroline Herbert. Nathalie Gru. Pouvoir, pardon. Je l'ai donné. Yvette. Jean-Yves Blandin. Présent. Annie Crouxel. Elle va arriver. Claude Sarrazin. Présent. Monique Allot. Présent. Jean-Claude Oran. Présent. Isabelle Avon. Présent. René Carletto. Présent. Antoine Lejoncourt. Émy Devray. Jean-Claude Guis. Pouvoir. Michel. Anne-Céline Hasbourg. Yves Roussel. Merci. Il faut désigner un secrétaire de séance. Yvette ? D'accord. Vous avez reçu l'ordre du jour, on y a rajouté un document de investissement. Sur le reste, il n'y a pas de modification, puisqu'on a eu les informations hier. Donc vous l'avez sur table. C'est un document qui est ici. Budget de lotissement à la double, budget primitif 2006, donc on a eu les éléments qu'il fallait, donc on vous propose à l'ordre du jour. Ensuite, l'approbation du procès verbal de la séance du 20 janvier 2026. Vous avez aussi eu sur table, parce qu'il y a eu un petit problème mécanique. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal? Non. Donc, je considère, est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Non, donc je considère qu'il est adopté. Vous avez aussi de joint les décisions qui portent exercice du droit de préemption par la commune sur 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 décisions. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions. Il n'y en a pas, donc on va passer au projet de délibération d'aujourd'hui. Et les premières, ce sont les subventions. Donc il y a eu des travaux qui ont été faits en commission. On en a discuté aussi en bureau. Donc Paul, je te propose d'en parler, si tu veux bien. Alors, donc, vous disposez dans la délibération des règles habituelles qui sont utilisées au niveau de la commune depuis de nombreuses années, où vous avez à la page 2 notamment les tarifs qui sont utilisés pour le calcul automatique des subventions. Donc la commission était partie sur la logique de maintenir les tarifs au même taux que nous avions retenu pour l'année 2025. Et nous avons du coup balayé l'ensemble des demandes et toujours classées par catégorie: animation, culture, loisirs, social, sportif, vie scolaire, autres notamment pour les associations d'anciens combattants et aussi les demandes provenant des associations extérieures au territoire. Donc vous avez dans la délibération un tableau là qui est en couleur mais qui est un peu moins visible, lisible notamment. C'est pour ça qu'on vous a donné en feuille annexe, vous l'avez en couleur, et là c'est beaucoup plus visible, le tableau des subventions. Voilà.
Donc, vous voyez que dans ce type de tableau, vous avez par couleur les différentes catégories. Avec en animation, vous avez toutes les associations qui œuvrent dans le domaine de l'animation sur le territoire. On voit apparaître dans ce type de tableau la demande de fonctionnement, le rappel de fonctionnement de 2025, la proposition qui est faite par la commune. Et vous avez sur les deux dernières colonnes la demande en subvention exceptionnelle faite par l'association et la proposition qui a été faite par la commune. Alors, lorsque la commission se réunit, on part sur le principe de respecter le budget. Et en termes de budget, on inscrit habituellement chaque année en demande de subvention de fonctionnement un montant global de 32 000 euros et en demande de subvention en exceptionnel un montant global de 4 000 euros. Donc, les membres de la commission se réunissent, évaluent comme ça sur un fichier Excel l'ensemble des demandes faites par les associations du territoire. Les critères qui sont retenus nous permettent d'avoir un calcul qui est effectué automatiquement sur Excel. Et ensuite, on discute par rapport au projet présenté par l'association et en regardant notamment le nombre d'adhérents de l'association. Donc, vous voyez, je ne vais pas lister toutes les demandes que vous avez sur cette délibération, mais vous voyez qu'au niveau de l'animation, on a attribué des subventions de fonctionnement à l'AMA de l'AF à Loyon, Comité des fêtes de la télé, l'UGC, l'association touristique de Gustin Brocéliande, ainsi de suite. Vous voyez d'abord en fonctionnement les montants qui sont attribués, et même chose pour l'association des anciens médaillés, des médaillés de militaires. Vous avez les montants correspondants, des demandes aussi au niveau de la culture, donc toujours le soutien, comme chaque année, à l'association de Ciné-Guerre, vous voyez un montant de 1 500 euros. Une subvention de fonctionnement aussi attribuée aux mains d'artistes, à l'Université du temps libre de guerre. Dans le loisir, vous voyez les demandes qui ont été faites cette année, le Club des retraités de Val-d'Oyon, le plaisir de peindre, les joueurs aguerris, Société communale de chasse de guerre. En social, les demandes faites par les associations qui œuvrent dans le domaine social, la DMR, les Amis de la maison de retraite, les restaurants du cœur, notamment. Dans le domaine sportif, vous avez des demandes qui sont faites par l'ASEAC, avec certaines sections, l'aéromodélisme, le triathlon, et des demandes qui sont faites au niveau des enfants de guerre, section football, basket, yoga, notamment. Vie scolaire, des demandes qui sont faites par l'association sportive Cité scolaire Brocéliande, l'appel de l'école Saint-Jean d'Arc, le foyer socio-éducatif du collège Brocéliande, l'appel du collège Saint-Maurice et l'amicale laïque de Victor Schultz. Donc après le travail qui a été fait par la commission, vous voyez en bas apparaître le montant global des subventions de fonctionnement. En comptant la subvention de fonctionnement habituelle de 2 000 euros attribuée au comité de jumelage, Guerre, Garbedona, on arrive à un total pratiquement qui rentre dans les 32 000 euros. On est à 32 340 euros, montant global. Et on a regardé ensuite, dans un deuxième temps, toutes les demandes qui sont faites à titre exceptionnel. On a des règles à chaque fois qui sont retenues par la commission. Et là, vous voyez apparaître dans la dernière colonne toutes les demandes, toutes les attributions proposées par la commission. Et en comptant là aussi les 2 000 euros de subvention exceptionnelle attribuée au comité de jumelage, là, vous voyez qu'on dépasse un petit peu les 4 000 euros, mais on n'est pas très loin, on est à 4 790 euros en total de subvention exceptionnelle. Donc voilà les éléments essentiels que vous avez. Alors je précise également que par rapport à certaines associations, notamment dans le domaine sportif, on regarde le montant de la subvention qu'on attribue et on est amené aussi à prendre en compte la mise à disposition d'éducateurs sportifs et on est amené à chaque fois à valoriser le coût salarial généré par cette mise à disposition. On le verse en montant de subvention à l'association concernée et l'association concernée nous reverse le montant correspondant. Donc voilà pourquoi au moment où on va être amené à trouver ces subventions, on aura des montants un petit peu supérieurs à ceux qui sont proposés dans le tableau, puisqu'il y a ces mises à disposition qui sont évaluées. Donc voilà les principaux éléments qui sont proposés dans la délibération numéro 1. Monsieur le maire demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter cette délibération. On y a travaillé à plusieurs reprises, à plusieurs échelons.
Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, on a intégré la subvention Oui. à l'association de pêche. On y était avec Christophe et avec Yvette à l'Assemblée générale dimanche matin. Et ils ont un déficit lié notamment à la lutte contre les ragondins. Et la friabilité des sous-sols a fait que ça s'est augmenté, y compris d'ailleurs au abandonne. Et donc, j'ai considéré que ce sont des bénévoles. Nous avons considéré, tous les trois, que c'était des bénévoles et qu'il fallait essayer de les aider dans cette démarche. Donc, pour équilibrer leur budget, on leur accorderait une subvention de 1500 €. Voilà, sous cette réserve, c'est les mêmes dispositions que ce qui avait été discuté en commission. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, du coup, je me vote qui est favorable pour changer un peu. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Sur le comité de jumelage? Oui. Si tu veux, hein. Allez, délibération numéro 2. Donc, le comité de jumelage est mis en place entre la ville de Guerre et celle de Gravedona et Haïti. Donc, vous avez tout un ensemble d'activités qui sont organisées en tout au long de l'année. Et cette année, on va être amené à fêter les 20 ans du jumelage. Et donc, à ce titre, comme chaque année, on a décidé d'attribuer une subvention de fonctionnement de 2000 €. Et à titre exceptionnel, pour l'organisation des 20 ans de jumelage, une subvention exceptionnelle de 2000 € que j'ai évoquée tout à l'heure, puisqu'elles apparaissent dans le tableau complet des subventions aux associations. Voilà, Monsieur le maire demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter cette délibération. C'est une association là, qui fonctionne bien. Moi, je remercie tous les acteurs, Madame Blanchard, la présidente aussi, et qui s'est beaucoup investie. Donc, on a de bonnes relations avec les élus de là-bas, avec la population aussi. Il y a un certain nombre de choses de fait, mais on en parlera. Le 20e anniversaire, ce sera célébré le 8 mai. Les Italiens viendront ici, puis on re-signera sans doute la convention de jumelage pour les années qui viennent. En tout cas, on a un bon contact. Moi, je me souviens être allé d'abord sur la côte amalfitaine. J'avais trouvé que par rapport à la montagne, c'était une ville côtière en face Capri et que ça ne correspondait pas à notre territoire et à sa culture et à ses mentalités. Donc, on avait choisi cette commune et ça se passe très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je me retire du vote. Ouais, est-ce que tu en es membre? David et André aussi. Donc, David, Cassandre, Michel. André. Ouais, d'accord. Sous cette réserve, est-ce qu'il y a des abstentions? Vote contre? Non, merci. Michael? Ouais. Alors, la délibération numéro 3, valorisation des heures complémentaires et supplémentaires les nuits, dimanches et jours fériés. Donc, un petit rappel sur les heures complémentaires et les heures supplémentaires. Ce sont des heures qui sont effectuées à la demande express du supérieur hiérarchique ou de l'autorité territoriale. Donc, ces heures, elles doivent rester ponctuelles et exceptionnelles. Donc, elles sont faites par les agents, donc elles sont possibles pour les agents qui sont à temps non complet jusqu'à hauteur d'un temps complet. Et donc, seuls les agents de la catégorie A, B, C peuvent donc effectuer ces heures complémentaires. En revanche, les heures supplémentaires concernent les agents qui sont à temps non complet à compter de la 36e heure et les agents à temps complet à compter aussi de la 36e heure. Donc là, ces heures concernent uniquement les agents de la catégorie B et C. Donc là, ce soir, il est demandé au conseil municipal d'instaurer une compensation et majoration des heures supplémentaires les nuits, dimanches et jours fériés. Donc pour les heures supplémentaires, je rappelle, elles peuvent être soit récupérées, soit indemnisées, contrairement aux heures complémentaires qui ne peuvent être qu'indemnisées. Voilà, donc vous avez le détail dans les tableaux. Donc à l'article 1, donc les heures supplémentaires, donc on voit bien qu'il est possible d'avoir un repos ou une indemnisation. Voilà. Et en ce qui concerne les heures complémentaires, donc là, on n'est que sur une indemnisation. Question. Donc, c'est un ajustement et pour que les choses soient en conformité avec la réglementation. Est-ce qu'il y a des questions? Non. D'abstention, de vote contre? Non plus. Merci. On poursuit. Le tableau des effectifs, là, nous sommes sur une mise à jour, tout simplement parce qu'en fait, il s'agit d'acter la création d'un mi-temps pour compenser les temps partiels administratifs. Voilà. Monsieur le maire. Question.
C'est habituel, donc abstention, vote contre, il n'y en a pas, merci. La journée de solidarité, mise à jour également. Tout simplement parce que cette journée est déjà mise en place dans la collectivité, puisque cette mesure, elle date de 2005 et elle a été modifiée en 2008. Pourquoi donc nous la proposons? Parce qu'en fait, l'Assemblée n'avait pas délibéré sur les modalités d'accomplissement de cette journée. C'est pourquoi, donc, après concertation des membres du CST, nous vous proposons de retenir les modalités qui sont à l'article 1, donc à la page numéro 8. Donc, je rappelle les modalités de mise en place. Donc, l'article 1 propose d'instituer la journée de solidarité de 7 heures proratisée à la quantité de travail de l'agent sous la forme de, donc pour les agents bénéficiant des RTT, la suppression d'un jour de réduction du temps de travail qui correspond au travail d'un jour RTT. Et pour les agents à temps non complet ou à temps complet, 35 heures sans RTT, le travail de 7 heures supplémentaires à effectuer tout le long de l'année pour les agents. Donc cette disposition, ces modalités ont été donc validées par les membres du comité social territorial. Voilà. Monsieur le maire. Non. Il n'y en a pas, abstention, vote contre. Il n'y en a pas, on passe au vote des taux des impôts directs, puisqu'on doit d'abord définir les recettes avant de voter le budget. Donc Paul, compris. Oui. Alors cette année, nous sommes sur une année bien sûr spéciale par rapport à une année d'élection. Nous sommes aussi sur une année spéciale puisque la commune de Guerre va être amenée à adopter pour la première fois le compte financier unique, qui va prendre en compte le regroupement de ce qu'on avait habituellement, où chaque année on présentait le compte administratif de la commune, et chaque année on essayait de voir le rapprochement entre les données du compte administratif et le compte de gestion établi par le Trésor public. Donc cette année, ce sera une nouvelle présentation qui sera à gérer par la nouvelle équipe qui sera en place, et donc ce sera l'adoption de ce compte financier unique. Tant que ce compte financier unique n'a pas été adopté, on ne peut pas affecter les résultats des années de l'année 2025, comme on le fait d'habitude, où on a à chaque fois un résultat qui peut être reporté en déficit ou en excédent dans la section de fonctionnement et dans la section d'investissement. Donc voilà pourquoi dans la suite de délibération, on a des budgets de transition qui vous sont proposés, et ce sont des budgets qui vont être votés uniquement sans, comme je l'ai précisé, vous l'avez sur le titre du diaporama, sans le report des résultats de l'année 2025. Alors, bien sûr, tout un travail d'analyse a été fait dans cette année de transition, et la règle habituelle avant de présenter les budgets, c'est d'évoquer les taux de la fiscalité locale. Donc vous avez la délibération 6, où il vous est rappelé simplement qu'on a un taux de la taxe d'habitation qui a été figé de 2020 à 2022 et qu'on peut voter à nouveau à partir de 2023. Et cette taxe, ça ne concerne sur le territoire, comme sur les autres collectivités de France, uniquement les résidences secondaires, les locaux meublés non affectés à l'habitation principale et les logements vacants depuis plus de 2 ans. Là, par rapport aux besoins qui ont été analysés au niveau des charges de fonctionnement, la commune n'a pas de besoin particulier en matière de hausse des taux de la fiscalité locale. C'est pour ça que dans cette délibération, on vous propose de maintenir les taux des taxes de la fiscalité locale au taux habituel que nous avons sur la commune depuis 2016. Donc, vous voyez apparaître à la page 9 le taux de la taxe d'habitation, 13,08%. Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 35,33%. Et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de 61,85%. Donc, c'est ce qui vous est proposé dans cette délibération. Il nous faut d'abord valider le fait de maintenir les taux au niveau habituel, qu'on constate depuis plusieurs années, avant d'envisager ensuite de regarder de plus près les différents budgets primitifs pour l'année 2026. Donc, Monsieur le maire demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter cette délibération. Ça a été dit, mais on a une stabilité de notre fiscalité depuis 9 ans. Alors, souvent, les habitants ou les concitoyens me disent, mais si, les impôts ont augmenté. Non, pas du fait de la collectivité, mais du fait des bases fiscales que décident les classes et qui nous sont imposées. Donc, voilà, donc, Paul l'a dit,
On aura un résultat prévisionnel intéressant encore cette année, donc on n'a pas besoin, avec un report pour l'année 2026, des excédents de 2025. Donc moi je propose qu'on maintienne les taux de fiscalité qui sont aujourd'hui en vigueur, en concertation et en accord avec mes collègues. Je t'en prie. Non, mais simplement dire que c'est quand même remarquable d'avoir eu des taux qui n'ont pas évolué depuis 9 ans, notamment pour le BP Carré, parce qu'on a quand même, je ne sais pas, des choses ont été arrêtées pour la solidarité envers l'État, au niveau de la Le collectivité. DICO, là, Ouais. dispositif. C'est sur combien A priori, on était à un moment parti sur 850 000, mais ça a largement baissé. On doit être autour de 250. 250 000 pour la commune. Donc j'explique. Il va falloir restituer. L'État considère qu'il faut que les collectivités dépensent trop. En fait, c'est l'État qui gère mal. On a obligation, nous, les collectivités, de présenter nos budgets en équilibre, pas l'État. Il est en déficit, le budget de l'État. Et du coup, il se rattrape sur les collectivités, nous, les conseils départementaux et la région. Alors, selon des critères en plus, parce que c'était parti de 840 000 euros, on est arrivé au chiffre qu'on dit, on ne sait pas. On ne sait pas comment ils calculent. Et on s'est aperçu qu'à la communauté de communes, notamment parce qu'on avait des excédents budgétaires intéressants, des résultats intéressants cumulés, que les collectivités qui étaient vertueuses, c'était elles qui payaient le plus pénalisé. Qui étaient le plus pénalisées. Donc c'est un peu injuste. Je sais que le Sénat a un peu corrigé le tir, c'est grâce un peu au Sénat que ça a été atténué. Donc voilà. Donc c'est une bonne remarque et il faut avoir ça en tête quand même, que c'est un petit peu cavalier. Beaucoup de collectivités, des associations de maires, des présidents de région et des présidents de département sont montés au créneau aussi là-dessus. Donc voilà, alors sur la fiscalité, est-ce que vous avez des questions? Non. Donc je me vois qui s'abstient, qui vote contre. Ok, c'est adopté. On passe au vote du budget, des budgets. Alors, donc dans la délibération 7, la délibération suivante, vous avez la page 10 des budgets, donc toujours pareil. Hein. Là par contre, voilà, vous voyez apparaître vous la page 10 les deux tableaux. Donc la section de fonctionnement pour une fois est en deuxième position, la section d'investissement en première. Et sur mon diaporama, vous les avez dans le bon sens. Donc voilà. Donc par rapport au travail qui est là, donc j'attire votre attention, comme je l'ai dit, sur le fait que la ligne où on a un excédent budgétaire, résultat de fonctionnement reporté, là, est affichée à 0. Je l'ai précisé tout à l'heure. On n'a pas adopté le compte financier unique, donc on ne peut pas affecter pour l'instant et voter l'affectation du résultat excédentaire de fonctionnement de l'année 2025. Donc c'est un budget de transition qui est construit ici, sans le résultat reporté. Donc on a fait tout un travail d'analyse ici, toujours pour contenir, comme on le fait chaque année, et ceci a été évoqué dans le débat d'orientation budgétaire, pour maîtriser notamment les charges de fonctionnement. Donc vous voyez les montants de charges de fonctionnement que vous avez, vous, à la page 10. Hein. Donc on a 1 919 000 euros en charge à caractère général, en charge personnelle 3 134 000 euros. On a les charges financières qui apparaissent également. Et le fait de retenir les taux de fiscalité au niveau constant depuis de nombreuses années, vous voyez, nous permet simplement d'essayer d'évaluer le montant des recettes de fonctionnement. Et dans les recettes de fonctionnement, moi, ce que je regarde, et ce que vous pouvez regarder avec moi là, c'est le total des opérations réelles. Donc, vous voyez, opérations réelles, dans le fonctionnement, vous avez 6 165 345. Et vous voyez, opération réelle en recettes de fonctionnement, vous êtes à 7 992 857 euros. Donc, vous voyez, on a un total de recettes de fonctionnement en réel supérieur largement à ce qu'on a en charge de fonctionnement, et ceci sans prendre en compte le résultat de fonctionnement de l'année précédente. Donc, vous voyez, dans cette présentation-là, on regarde ensuite quel est le montant dont on a besoin pour équilibrer la section d'investissement. Et vous voyez que là, dans cette présentation, on prévoit un virement de 1 057 254 euros du budget de fonctionnement vers la section d'investissement. Alors pourquoi? Parce que dans la section d'investissement, on a d'abord des restes à réaliser de 2025. Donc vous voyez, des restes à réaliser, vous avez un montant global de 1 453 000 euros. On a les nouvelles propositions pour l'année 2026, donc on a prévu juste des opérations qui étaient la poursuite des équipements sportifs, notamment des travaux qu'on a réalisés sur les complexes sportifs,
des travaux aussi qui ont été engagés sur les années précédentes. Donc, on a inscrit ces dépenses qui sont considérées comme prioritaires pour la collectivité. Donc, on a limité ce montant-là, on vous le dit, hein, dans le document à la page 10, un montant global de 1 655 259 € qui ont été inscrits. Donc, pour pouvoir financer ces dépenses d'investissement, ben, on a les recettes d'investissement qui sont à droite et on a le virement de 1 057 000 € que j'ai évoqué venant de la section de fonctionnement. Et cet équilibre budgétaire nous permet d'avoir un budget d'investissement qui est équilibré. Vous voyez en bas, un montant de 3 984 000, j'arrondis, en dépenses d'investissement, et vous avez le même montant de l'autre côté en recettes d'investissement. Donc ça, c'est le budget ville qui va faire l'objet d'un vote aujourd'hui. Mais pour insister et vous rassurer un petit peu par rapport à ça, là, on voit que par rapport à la présentation budgétaire, on est obligé, pour équilibrer, d'inscrire un emprunt de 1 104 736,84. On est obligé de l'inscrire parce que pour l'instant, on n'a pas encore les résultats de l'année précédente qui ont été reportés. Donc, avec les services comptables et financiers, vous avez une deuxième présentation que vous regardez sur l'écran. Vous n'avez pas vous, sur vos feuilles. Et là, vous voyez, normalement, c'est le résultat de fonctionnement reporté qu'on devrait retrouver lorsque le compte financier unique aura été adopté. 1 420 000 € d'excédent au titre de 2025. Donc, si on fait le même travail avec ces 1 420 000, vous voyez qu'en recette réelle de fonctionnement, on ressort à 9 423 000, largement supérieur aux 6 165 000 qui n'ont pas bougé là, en dépenses de fonctionnement. Et là, du coup, pour équilibrer la section d'investissement, on n'a plus besoin d'avoir besoin des 1 million d'euros dont j'ai parlé tout à l'heure, mais uniquement de 53 millions. Et donc, on voit dans la section d'investissement, telle qu'elle apparaîtrait normalement, on voit ici apparaître un budget, une section d'investissement équilibrée, où on a effectivement le déficit d'investissement de l'année 2025 qui apparaît. Le virement de 53 000 nous permet d'équilibrer, mais bien sûr, vous allez me rétorquer qu'on a toujours l'emprunt d'1,54 million. Mais l'emprunt d'1,54 million, on l'inscrirait là pour l'instant, parce qu'on pourrait très bien ne pas avoir recours à cet emprunt, puisqu'on a un excédent de 2 500 000 € en tout, au niveau, en prenant en compte les reports à nouveau de l'année 2025. Donc, quand ce budget sera repris par l'équipe suivante, ben, l'équipe suivante pourra très bien décider de ne pas mettre d'emprunt ici et d'utiliser une partie de l'excédent budgétaire pour financer ces opérations d'investissement. Voilà les principaux éléments sur ce budget ville. Alors, vous avez eu en annexe également un document comme celui-ci, qui est plus parlant. Donc là, vous voyez apparaître les dépenses d'investissement. Donc, vous l'avez en annexe, ce document. Voilà, quelques dépenses d'investissement. Donc, vous voyez la rénovation énergétique, le regroupement maternel alimentaire école Brocéliande, on en parle depuis quelques temps. L'installation de panneaux photovoltaïques au complexe sportif Saint-Gurval. L'aménagement du parking et le cheminement du complexe sportif Saint-Gurval. 3 opérations inscrites en 2026. Pour les complexes Saint-Gurval, les installations photovoltaïques, c'était une éco-condition exigée par la région pour bénéficier du dispositif Bretagne Mieux Vivre. Et donc, on va le faire là assez vite. Donc, je dis ça parce que c'était important. Et dans les projets d'investissement des autres services, on a un montant de 174 002 €. Et là, vous avez 3 exemples de projets d'investissement. Acquisition et installation de jeux dans les squares et parcs communaux, dont on a parlé depuis quelques temps également. Renouvellement de mobilier sur la classe école Brocéliande. Et un panneau signalétique au niveau du prieuré Saint-Étienne. Alors, les petits tableaux habituels, je ne vais pas insister. Là, c'est la vision budgétaire en prospective ici sur cette colonne, compte administratif 2026. Là, vous avez les montants qui seront inscrits dans le budget primitif 2026. Et en faisant une projection à la fin de l'année 2026, en prenant des taux de consommation qu'on constate habituellement de l'ordre de 97,5% sur les charges générales, sur les autres charges de gestion, et 99% pour les charges personnelles, ben, ça nous permet de faire ressortir les principaux indicateurs financiers de la commune. Et là, on voit
quand on compare les valeurs en vert avec les valeurs qui apparaissent dans la colonne milieu, qu'on est à peu près dans ce qui a été prévu pour nous. On voit une épargne brute, c'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, qui pourrait être de 1 930 000 euros. Moi, j'avais projeté 1 917 000, donc on est un petit peu au-dessus. Cette épargne brute nous permet de rembourser des emprunts au titre de l'année 2026 à hauteur de 856 000 euros. Et quand on prend en compte les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement, on a une vision ici de l'excédent budgétaire global, le budget ville. Et vous voyez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sans avoir recours à l'emprunt, on pourra avoir notamment un excédent budgétaire au moins de 1 100 000 euros, voire 1 300 000 euros pour l'année même 2027 et les années suivantes. En termes de ratio de désendettement, vous avez ici l'encours de dette qui est rappelé, 8,8 millions, qu'on rapporte au montant de la CAF comptable, comme d'habitude, 1 930 000. Et vous voyez que le ratio des endettements de la commune est toujours maîtrisé, puisqu'il apparaîtrait à hauteur de 4,60, c'est-à-dire un peu plus de 4 années d'utilisation exclusive de la capacité d'autofinancement pour rembourser l'ensemble des emprunts du budget ville. Ce ratio doit être inférieur à 8, comme on le dit chaque année. Donc voilà les éléments principaux qu'on peut mettre en évidence sur le budget ville pour l'année 2026. Monsieur le maire demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter cette délibération. Donc, on propose de voter le budget avant les échéances, parce qu'il faut qu'il y ait la continuité du service public, même si on a fait des avances d'un quart des dépenses d'investissement de l'année précédente pour pas qu'il y ait de rupture. Mais je le dis parce que rien n'empêche, en fonction des équipes qui seront en place, qu'elles ajustent les choses, qu'elles modifient les choses, et qu'elles votent un budget supplémentaire en cours d'année, parce que les priorités ont évolué ou ne sont pas celles qui sont définies aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Non. Donc, je vais mettre aux voix abstention, vote contre. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, Paul. On poursuit. Alors, nous passons à la délibération numéro 8, que vous avez à la page 11. Alors, même exercice. Donc, nous, on va simplement voter le budget primitif 2026 sans la prise en compte des reports de l'année 2025. Donc, voilà ce qui vous est proposé. Vous l'avez sur l'écran, vous avez la même chose sur votre document. Donc, vous voyez que si là, au niveau de l'assainissement en fonctionnement, on a en recette, surtout le chapitre 70, qui vous donne la redevance communale, où on évalue le montant des recettes de fonctionnement qui sont indispensables pour nous, pour à la fois couvrir nos charges, qui ne sont pas très nombreuses au niveau du fonctionnement, mais surtout pour financer les travaux d'assainissement qui, eux, sont plus importants. Donc, vous voyez que sans prendre en compte les reports de l'année 2025, là, quand on regarde la construction budgétaire, vous avez un total en recettes réelles de fonctionnement de 205 000 euros à droite, un total de dépenses de fonctionnement de 24 132 à gauche. Et vous voyez en jaune, toujours apparaître la même mécanique, sans la prise en compte des reports excédentaires de l'année précédente. On serait amené à utiliser sur l'excédent que vous voyez là, un montant de 122 410 euros. C'est ce qu'on appelle le virement à la section d'investissement. Ce montant est important pour pouvoir financer une partie des travaux d'assainissement que vous voyez apparaître dans la section d'investissement. Et là, on a des travaux qui sont indispensables, qu'on a évoqués depuis de nombreuses années, et on aura forcément, l'équipe qui sera en place, aura besoin de programmer des investissements réguliers sur l'assainissement. Et là, vous voyez sur la rue de Saint-Cyr, si on prend en compte, on a un montant de travaux d'assainissement qui serait de l'ordre de 723 000 euros. Et pour financer ce montant-là, on a des restes à réaliser de 2025, bien sûr, qui apparaissent à la fois en dépenses, mais de l'autre côté aussi en recettes. Et vous voyez que pour financer ces travaux d'assainissement, on sera amené à contracter un emprunt. Et là, on n'a pas le choix, puisque ce budget annexe doit s'auto-équilibrer. Un emprunt qui pourrait être de 678 178 euros pour financer ces travaux d'investissement. Et vous voyez apparaître en bas, grâce à cet emprunt, un équilibre. Et vous voyez qu'une partie de ces travaux sont financés par le virement de la section d'exploitation de 122 410 évoqué tout à l'heure. Ça, c'est la situation qu'on voterait aujourd'hui. Mais pour avoir une vision un peu plus prospective et plus concrète, là, vous avez la deuxième vision avec les reports à nouveau,
Alors, en fonctionnement, on n'a aucun report excédentaire, mais en investissement, on voit apparaître un report excédentaire qui n'est pas négligeable, qui est de 104 285 euros. Donc, lorsque l'équipe en place adoptera ce budget avec les reports excédentaires, ben, elle pourra inscrire 104 000 euros du côté des recettes. Et du coup, vous voyez l'effet mécanique qui apparaît. Cet excédent budgétaire nous permet de financer une partie des travaux d'assainissement de la rue de Saint-Cyr. Et le recours de l'emprunt s'en retrouverait réduit et d'un montant de 457 998 euros. Voilà. Toujours avec le virement de la section d'exploitation, mais avec un emprunt qui serait plus faible grâce aux résultats excédentaires reportés. Voilà, Monsieur le maire demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter cette nouvelle délibération. Question? Non. Abstention, vote contre. Il n'y en a pas. Continue. Délibération numéro 9. Le budget réseau de chauffe. Alors là, c'est tout à fait encore plus un budget de transition, puisque là, on voit un budget qui doit nous permettre de faire apparaître, vous voyez, toujours selon le résultat de fonctionnement reporté, des opérations réelles d'exercice de 192 000 euros, supérieures aux dépenses réelles d'exercice de 155 000 euros. Là aussi, même mécanique. Vous voyez bien, on a besoin de prélever là-dessus 14 951 euros pour financer les quelques travaux dans la section d'investissement qui sont programmés habituellement sur le réseau de chauffe. Donc, quand on regarde la section d'investissement, voilà pourquoi je dis que c'est un budget juste de transition. Il faudra bien sûr que l'équipe suivante se pose des questions sur l'avenir du réseau de chauffe, notamment, voir les solutions qui peuvent être proposées. Et là, vous voyez, on inscrit habituellement un montant de dépenses d'investissement, des travaux, d'entretien surtout, de l'ordre de 30 000 euros. Pour financer ces 30 000 euros, vous voyez, on peut financer ceci avec les 14 951 euros venant de la section de fonctionnement. Et toujours la même mécanique. Si on prend en compte les résultats de l'année 2025, alors vous voyez qu'on a un résultat excédentaire qui est attendu sur le fonctionnement, 59 000 euros. Vous voyez là, qui n'apparaît pas sur votre feuille. Donc, vous voyez que les opérations réelles d'exercice sont encore plus fortes par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure, par rapport aux dépenses de fonctionnement. Et là, on n'aurait même plus besoin de virer une somme à la section d'investissement. Cet excédent serait conservé sur le fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'on voit apparaître également sur la section d'investissement un report excédentaire de 106 000 euros. Et par rapport aux besoins que j'avais exprimés tout à l'heure, vous voyez que là, on finance sans problème, avec ce report excédentaire, les 30 000 euros de travaux qui sont envisagés sur l'investissement. Et on voit du coup, avec la prise en compte de ces deux reports, qu'on a affaire pour le budget de réseau de chauffe, par rapport à ce qu'on a constaté sur les années antérieures, à deux budgets qui affichent des excédents budgétaires qui seront fort utiles pour financer les prochains travaux envisagés sur ce réseau de chauffe. Voilà, Monsieur le maire me demande à l'Assemblée de bien vouloir adopter cette nouvelle délibération. Question? De nouveau, abstention. Pardon, vote contre. Merci. On y va. Alors, vous avez une délibération qui vous a été déposée sur table. Monsieur le maire vous en a parlé tout à l'heure. C'est celle concernant le lotissement communal, l'ADOU, le nouveau budget annexe qui serait monté à partir de cette année. Là, je vous rappelle, on avait deux budgets annexes de lotissements communaux qui ont été clôturés, celui de Lorée de Bellevue et celui des Camélias. Et là, il s'agit de mettre en place ce nouveau budget annexe. Alors pour l'instant, bien sûr, on est sur la phase où on est sur l'aménagement des différents terrains. Et donc, il s'agit de mettre en place une section de fonctionnement et une section d'investissement. Et avec les services comptables et financiers pour cette année, pour un aspect pédagogique, on vous a proposé un budget qui est plus détaillé. Donc, comme ça, vous voyez le niveau de dépenses engagées. Et là, vous voyez dans les terrains à aménager un montant de 671 822 euros en dépenses de fonctionnement. Pour les études et prestations de services par rapport à l'aménagement de ce budget annexe, on a 83 951 euros. Et pour les travaux de voirie, équipement, travaux de réseau usé, travaux de réseau pluvial, on a un montant de 494 000 euros.
Ces trois montants-là étant engagés pour l'année 2026. Donc forcément, quand on regarde en compte, on prend en compte ces éléments-là, on voit le coût pour l'instant de ce qui est engagé. Ça nous donne, si vous voulez, ce qu'on appelle une production stockée. On crée des terrains qui sont en cours d'aménagement et qui vont être par la suite commercialisés. Donc il faut toujours commencer par cette phase. Et vous voyez, pour l'instant, le montant qui est engagé, vous l'avez en bas à droite, c'est 1 249 773 €. D'accord? Donc cette section de fonctionnement est équilibrée. Et dans la section d'investissement, il faut songer à financer. Alors là, il y aura deux options qui pourront être retenues, puisque là, pour l'instant, dans ce budget annexe, on inscrit un emprunt de 1 249 773 € pour financer le coût, la création, si vous voulez, de ces terrains aménagés. Donc, et on pourrait très bien envisager aussi de financer peut-être une partie de ces travaux par une avance du budget principal. Pour l'instant, l'option qui a été retenue, c'est une option d'emprunt sur le budget annexe. Bien sûr, cet emprunt qui serait contracté ferait l'objet d'un remboursement régulier au fur et à mesure de la commercialisation des terrains lorsqu'ils auront été tous aménagés. Alors, vous voyez apparaître en bas ce qu'on appelle des stocks. Voilà, c'est ce que vous avez. C'est pour ça qu'on vous les a mis. Vous avez les travaux en cours qui vous donnent des stocks de terrain. Vous voyez que les trois sols qui sont là en investissement, vous les avez retrouvés au-dessus dans la section de fonctionnement. Donc voilà, vous voyez que la section d'investissement est équilibrée. Donc il s'agit aujourd'hui d'adopter la mise en place de ce budget annexe, lotissement communal de la ville. Monsieur le maire. Nous prévisions d'une soixantaine de logements à terme. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une obligation quand on a voté. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Non. Merci. Je passe la parole. Vincent. Oui, merci Monsieur le maire. Bonne transition parce qu'il y a quand même un lien direct entre l'urbanisation, l'urbanisme, les documents d'urbanisme et les schémas directeurs d'assainissement. Donc on part bien de l'assainissement eau usée, eau pluviale. Je dirais 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on est sur le dossier, puisqu'on avait mandaté l'assistance à maître d'ouvrage en 2021. Donc j'en profite, je pense, pour remercier tout le travail avec Maurice, la commission et puis les services, parce que ce type de dossier, il faut quand même des niveaux de compétences qui sont assez élevés, et c'est pas toujours accessible, et c'est pas toujours donné à tout le monde. Donc c'est un gros travail, donc j'en profite pour remercier tout le monde. Donc on arrive quand même au bout du chemin. Alors, je ne veux pas vous dire tout ce qu'on a pu évoquer déjà en commission ou en conseil, parce qu'on a déjà eu des délibérations sur ces sujets-là, mais simplement vous reprendre ce qui a été dit par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique, notre enquête publique qui a lieu entre le 8 décembre et le 9 janvier. Donc il a émis deux avis, un avis concernant la partie assainissement eau usée. Donc il a émis un avis favorable, évidemment en indiquant des recommandations. La première recommandation, c'est évidemment de pouvoir inscrire l'ensemble des travaux qui ont été identifiés sur le réseau d'assainissement. On en parlait dans le cadre du budget assainissement, dans le cadre d'un plan pluriannuel d'investissement. Il faut qu'on décline tout ça en PPI. Alors, selon les évaluations, on peut aller je te regarde Olivier, de 200 à 400 000 € par an. Ça dépend des années. Maurice nous expliquera qu'il y a des années qui sont plus favorables à d'autres en termes d'investissement par rapport à la charge de travail des entreprises de travaux publics. Donc, il a émis cette première recommandation. Et puis, deuxième recommandation sur l'assainissement, même si la compétence assainissement non collectif est exercée par la communauté de communes, qu'on appelle le SPAN, parce qu'il y a un tiers, je crois, des Guérois qui sont au SPAN, il faut aussi que la partie communale puisse intégrer ces données-là. Donc, il y a une information, des navettes d'information entre le PCI et la commune sur ce volet-là. Puisque nous, l'assainissement global regroupe la partie collective et non collective. Donc, on a un avis favorable. Sur l'autre partie, les eaux usées, l'assainissement eau pluviale, on a également un avis favorable. Avec le même raisonnement, qu'on puisse intégrer. Donc là, on avait identifié 5 points noirs sur la collectivité. On en a traité un premier, Maurice, c'est l'avenue de Gaulle, je crois, qui avait été fait. Voilà. D'ailleurs, on en voit les résultats. On a quand même, malgré les conditions-là, réussi quand même à préserver des inondations du centre-ville. Je pense que c'est en partie aux travaux qui ont été réalisés. Je te regarde Maurice, voilà.
j'en profite. Et évidemment, il va falloir décliner tout ça dans les documents d'urbanisme. Donc, retranscrire les prescriptions de zonage pluvial dans le règlement du PLU, au moment où on aura des procédures de modification ou de révision qui seront faites par la future équipe. Voilà. Donc, si vous avez des questions, monsieur le maire, donc avis favorable dans les deux cas. D'accord. On a déjà discuté longuement et en commission et en préparation du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc je me vois qui est favorable. Faire travailler un peu. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. C'est Maurice ou c'est quoi pour le Normalement, sujet? c'est Maurice qui a Maurice, je suis là. vraiment Maurice qui a fait Maurice. Donc la délibération numéro 12, donc la restructuration des réseaux d'eau usée de la rue de Saint-Cyr. Donc la rue de Saint-Cyr, donc les travaux seraient du point du Médaillé au point de refoulement situé au Valcoric. Donc dans un petit rappel, donc en octobre 2025, il a été décidé donc au conseil municipal de valider l'avant-projet, d'autoriser M. le maire ou son représentant à effectuer et signer tous les actes nécessaires à la réalisation de ces opérations et d'autoriser M. le maire ou son représentant à déposer toute demande d'aide relative à ces opérations. Donc, à savoir que le bureau d'études SAFEJ a été retenu donc, en maîtrise d'œuvre donc, par consultation de janvier 2020, donc suite au 23 janvier 2026. Le montant prévisionnel des travaux donc, et la ventilation des lots. Donc, le numéro 1 représente des canalisations et les accessoires, avec deux tranches, donc une tranche ferme et une tranche optionnelle. Donc 380 000 pour la tranche ferme, 380 767 exactement. Et la tranche optionnelle de 327 263. Ça, c'était l'estimation. Donc, pour le lot numéro 1, le lot numéro 2, ce sont les essais et les contrôles. Donc 4 748 pour la tranche ferme et 3 700 pour la tranche optionnelle. Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante: valeur technique 60% et le prix 40%. Donc, ce que disait tout à l'heure Vincent, donc suite au téléchargement, donc 30 dossiers ont été téléchargés. La consultation a fait l'objet de 6 questions ayant reçu des réponses de la part du maîtrise d'œuvre. Donc, après ouverture des plis, les éléments ont été transmis au bureau d'études SAFEJ pour analyse. Lors de l'analyse des offres, une phase de questions-réponses et de négociation est intervenue entre le maître d'œuvre et les candidats. Suite à la présentation de l'analyse des offres après négociation par l'équipe de maîtrise d'œuvre, la commission d'appel d'offres réunie le vendredi 13 février 2026 à 17h propose d'affermir la tranche optionnelle, c'est-à-dire tranche ferme et tranche optionnelle, et d'attribuer les lots comme suit, c'est-à-dire le lot numéro 1, donc la société Satex serait retenue, donc c'est une société qui est basée à Elbon avec une agence à Pleurenel, donc avec un total tranche ferme et optionnelle de 529 993 hors taxes. Et pour la numéro 2, donc, qui représente des essais et contrôles, c'est ce CEQ, contrôle, environnement, qualité, ouest. Donc pour la tranche ferme, 3511 hors taxes et la tranche optionnelle, 2610, ce qui fait 6121 hors taxes. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le choix des entreprises retenues, d'autoriser M. le maire, son représentant, à attribuer le marché aux entreprises présentant l'offre la mieux disante et d'autoriser M. le maire, son représentant, de signer toutes les pièces relatives à cette affaire. La durée des travaux est jugée à peu près à 6 mois de travaux, dont la première tranche pourrait se réaliser de mars à fin juin. Et la deuxième tranche, sans parler de tranche ferme ou de tranche optionnelle, ça dépendra un petit peu du choix qui sera fait à ce moment-là. Donc, pourrait débuter en septembre jusqu'à novembre. Tout ça pour ne pas polluer le point de raccordement sur le Valcoric, étant donné qu'on est sur la même route. Voilà, donc monsieur le maire, je vous laisse. Ok, donc c'est indispensable. Et donc on va aussi travailler. Vous avez des choses à ajouter, Vincent? Oui, ben, des choses, c'est que sur ce timing de consultation, par rapport à l'évaluation, on gagne quasiment 180 000 €. Ah, c'est ça. Donc tu parlais du budget, de toute façon, tu n'auras même pas besoin d'emprunter. La collectivité, pas toi, mais la collectivité. Mais, et en plus, le fait
d'aller directement sur la tranche optionnelle, on gagne sur la tranche optionnelle quasiment 110 000 euros en dessous. Donc effectivement, on avait intérêt à grouper le chantier pour faire gagner des sous à la collectivité. On n'est pas sûr qu'en 2027, on ait les mêmes fenêtres de tir. Les années électorales, c'est souvent comme ça, il y a moins d'activité. Bah, on le voit par le biais déjà des 30 dossiers qui ont été quand même Ouais. téléchargés. Et y compris des grands groupes nationaux qui viennent pas rare. qui reviennent quand il y a des périodes difficiles. C'est l'avantage des consultations qui sont réalisées en début d'année. Voilà. Ok. Ok. Noté. Qui s'abstient, qui vote contre. D'accord. Et qui est favorable, pardon. Je rêve. Qui est favorable, il n'y a pas de problème, tout le monde. Merci beaucoup. On passe à tout ce qui est activité scolaire, périscolaire. André, Thierry. Alors, je vais commencer la série comme d'habitude. Alors, la première délibération concerne la subvention au centre social pour les activités périscolaires. Donc, comme vous le savez, le centre social assure des activités de garderie périscolaire sur le territoire de la commune. Il est donc amené à accueillir des enfants de guerre. Il est d'intérêt local pour la ville d'apporter son concours au centre social afin de permettre le fonctionnement de cette activité. Donc, ça concerne l'accueil des enfants guerrois le matin et le soir pendant les périodes scolaires. Il est proposé au titre de l'année 2026 une subvention maximale de 40 000 € pour le fonctionnement de ces activités. Et conformément au décret du 6 juin 2001, le montant de subvention dépassant 23 000 €, une convention sera signée avec le centre social courant 2026. Le montant de la subvention constitue une enveloppe plafond. Il sera ajusté en fonction des données constatées et selon les modalités prévues à la Convention. Le maire demande Question. Je me vois abstention, vote contre. Donc c'est adopté. Deuxième délibération concerne les crédits ouverts aux écoles publiques pour les activités scolaires. Il est exposé donc à l'Assemblée qui convient de déterminer un montant forfaitaire pour l'année 2026 pour les activités non programmées, c'est-à-dire les activités qui ne sont pas obligatoires. Il est proposé l'application d'un forfait par élève de 5,45 € selon les effectifs constatés au 1er janvier de l'année 2026. Le taux de 5,45 € étant, je le rappelle, inchangé depuis 2014. Donc les effectifs, vous avez le petit tableau, les effectifs au 1er janvier 2026 concernant les écoles publiques se chiffre à 274 élèves, élémentaires et maternelle inclus, c'est le même taux, maternelle élémentaire, ce qui fait une enveloppe de 1 493,30 €. Le maire en prend deux, vous aurez noté, c'est ouvert. Pas de question. Donc, pas d'abstention, pas de vote contre. Alors, 15, je continue. fourniture scolaire. Je continue sur. Je vous ramène cette fois-ci l'ajout, la délibération 23. Pour les garder dans l'ordre où j'ai l'habitude de sur ça. Donc, il s'agit des crédits ouverts toujours aux écoles publiques dans le cadre des fournitures scolaires. Il est exposé à l'Assemblée que le montant de l'allocation de fournitures scolaires attribuée pour 2026 est proposé comme suit. Toujours les effectifs au 1er janvier, c'est-à-dire sur 274 élèves, et le même taux de maternelle et élémentaire, vous avez le chercheur et l'enseignant, un taux de 44,20 €. Je rappelle aussi que ce taux est inchangé depuis 2014, ce qui fait une mention nouvelle de 12 112,80 €. Alors, il convient de rappeler que le Conseil municipal, lors de sa séance du 4 avril 2025, en même temps que le montant voté pour 2025, avait voté une avance pour 2026, pour le premier trimestre 2026, comme de coutume, et qu'il convient donc de la soustraire du reste à verser. Le rappel des avances versées, c'était de
à un montant de 2 972,45 €, qui viendra en déduction de ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin, dans un souci d'anticipation des besoins des écoles pour le premier trimestre 2027, on vient maintenant de prévoir le principe d'une avance dans la limite du quart du montant total voté lors de la présente séance. Donc, le quart de l'avance proposée pour 2027 est de 3 027,70 €. Le maire demande à l'Assemblée un vouloir de cette déclaration. Question? Non. Attention. On peut vote contre. Merci. Alors, je reprends le cours de la délib numéro 15, crédit ouvert aux écoles privées, même chose pour les fournitures scolaires. Même principe, même base, sauf que les effectifs concernés sont les effectifs biarrois, constatés au 1er janvier 2026. Donc, ces effectifs biarrois entre l'école Sainte-Thérèse et l'école Jeanne d'Arc maternelle et élémentaire représentent un chiffre de 353 élèves, forfait le même, 44,20 €, ce qui donne un montant de 15 600,60 €. Je rappelle que lors de la séance du 4 avril 2025, même chose, une avance pour 2026 avait été votée, du faisant, la soustraire du reste à verser. Les rappels des avances votées pour 2026, 4 110,60 €. Le reliquat donc, du solde de 2026, qui représente un montant de 11 790 €, sera versé, comme vous pouvez le voir sur le tableau, réparti en août, octobre et décembre 2026 sur les montants que vous avez indiqués. Enfin, dans un souci d'anticipation de la même manière, pour le prochain, qu'on vient de voter pour le prochain premier trimestre 2027, prévoir le principe d'une avance d'un montant limité au quart du montant voté lors de la présente séance. Donc, avance pour 2027, un montant total de 3 900,65 €. Le maire demande à l'Assemblée de vouloir adopter cette délibération. Même exercice. Attention. Vas-y, Claude. Pour la 15 et la 16. Pour la 15 et la 16. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Non, la 16 et la 17. Merci. Poursuivons. La délibération suivante concerne la contribution de fonctionnement aux écoles privées. Il est rappelé que conformément au texte réglementaire, la participation des communes au fonctionnement des écoles privées est une dépense obligatoire des communes. La prise en charge doit s'effectuer dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Il s'agit d'identifier séparément les maternelles et les élémentaires sur les propositions d'écoles comparables. Le coût doit être envisagé globalement sur la base du coût d'un élève externe. Les dépenses de fonctionnement au titre de la prise en charge obligatoire s'entendent donc hors dépenses liées aux activités à caractère social ou facultatif. La participation de fonctionnement aux écoles privées pour 2026 s'élève ainsi, donc toujours sur la base des élèves biarrois, 1er janvier 2026. Alors, le taux pour les maternelles est de 1 748,14 € et le taux pour les élémentaires, 620,68 €. Les maternelles coûtant beaucoup plus cher, qui est beaucoup plus d'encadrement, etc. Je rappelle aussi que ce forfait que je ai proposé est inchangé depuis 2021. Ce qui représente pour 353 élèves cumulés maternelle et élémentaire un montant global pour 2026 de 394 983,80 €. Je rappelle que lors de la séance du 4 avril 2025, le montant annuel pour 2025 avait été voté, une avance pour 2026 avait été votée. Il faut donc la soustraire du montant des comptes annuels proposé lors de la présente séance. Rappel des avances votées pour 2026. L'avance pour 2026 était d'un montant global de 105 076,56 €. Le versement du reliquat pour 2026 sera effectué comme de coutume en 3 fois, échéance régulière. Donc vous avez dans un tableau le solde 2026 qui se monte à 289 907,23 € et dont le versement, le complément,
Le reste sera versé en août, octobre et décembre, suivant les montants que vous avez indiqués. Enfin, il convient aussi d'anticiper et de prévoir, dès à présent, le principe d'une avance à verser pour le premier trimestre 2027. Ce montant est fixé dans les limites du quart du montant total voté lors de la présente séance, à savoir une avance pour 2027 d'un montant global, je ne vous le détaille pas, vous l'avez, de 98 745 euros, 95. Le maire demande à l'Assemblée de pouvoir adopter cette délibération. Attention, pas de questions non plus. Contre, il n'y en a pas. Suivant. La délibération concernant le forfait de participation des communes aux frais de scolarité. Donc, il est rappelé le principe de la gratuité de l'enseignement public. Les communes disposant d'écoles sur leur territoire doivent en assurer le fonctionnement et inscrire les crédits nécessaires à leur budget pour l'ensemble des effectifs scolaires. Néanmoins, ces communes peuvent, dans l'hypothèse où certains enfants n'habiteraient pas sur son territoire, demander aux communes de domicile de participer aux frais de scolarité pour leurs résidents. Cette participation procède d'un accord amiable entre communes. Mais en cas de désaccord, il est rappelé que dans certains cas, les communes de domicile sont dans l'obligation de prendre en charge les frais de fonctionnement scolaire pour leurs résidents. Et il s'agit notamment des situations suivantes. Dès lors que la commune de domicile ne dispose pas des capacités d'accueil suffisantes, d'accueil, ou pas d'école du tout, ou si la commune en question dispose des capacités suffisantes d'accueil, mais l'inscription peut répondre à certains cas particuliers, obligations professionnelles des parents ou tuteurs en l'absence de garderie ou de restauration scolaire, ou pour des raisons de santé, ou dès lors que frère ou sœur seraient scolarisés dans un établissement de l'autre commune, et nécessité d'acheter un cycle scolaire. La commune de Guerre accueille dans les écoles publiques de son territoire certains enfants domiciliés dans les communes de résidence. La première à citer, c'est Saint-Paul-Bénion, par exemple, qui est juste à côté d'une école. Mais il y en a d'autres, on en reçoit de Port-Carreau, on en reçoit de Logan, enfin de Pompessac, etc. Le montant de la participation demandée aux communes pour 2026 donc, est ainsi fixé pour un enfant de maternelle à 1800,05 € et pour un enfant d'élémentaire à 703,11 €. Alors, pour être clair, il s'agit du forfait qu'on alloue, on a proposé tout à l'heure aux élèves du privé, majoré des activités non programmées, qu'on ne verse pas aux écoles privées. Donc, ça inclut les fournitures scolaires, le transport, piscine, médiathèque, et diverses autres activités. Le maire demande à l'Assemblée de bien pouvoir adopter cette délibération. Question? Non. Attention, vote contre. Merci, c'est un peu mécanique, hein, désolé, mais... Non, mais j'ai encore un peu de salive, c'est bon, il m'en reste deux. Alors, la suivante, c'est la contribution de fonctionnement des écoles privées hors pair pour les élèves accueillis en classe ULIS. Les ULIS, pour mémoire, ce sont les unités localisées pour l'inclusion scolaire. Donc, comme précédemment, la participation des communes au fonctionnement des collectivités est dépense obligatoire. Alors, je vais un peu aller plus loin. La participation aux frais de fonctionnement des écoles privées hors guerre accueillant des écoles scolarisées en classe ULIS est donc fixé comme suit pour 2026. C'est exactement les mêmes taux que j'ai donnés pour les écoles privées ici. Un élève de maternelle, 1748,14 €, un élève d'élémentaire, 620,68 €. Et pour petite info, en fait, il y a très peu d'élèves. Je crois qu'il faut y avoir 4-5 peut-être. Je fais appel à la mémoire de Mathieu Aulloin. Il a dit c'est ça, c'est bien. Et en fait, on le sait, on le constate quand on reçoit les factures des écoles concernées. Donc, là encore, le maire demande à l'Assemblée de bien vouloir voter cette délibération. Abstention, il n'y a pas de question. Abstention, vote contre. La dernière. J'ai encore un peu de salive, c'est bon. Alors, une subvention proposée pour les cantines scolaires des écoles privées. Il a rappelé que le service de cantine scolaire est un service public, social, facultatif. Sa mise en place, son fonctionnement ne sont donc pas une obligation pour les communes. Je l'ai dit à maintes reprises dans différents endroits, ça.
Néanmoins, compte tenu du caractère social de ce service, la ville de Villers le met en place pour les écoles publiques et les écoles privées qui en ont fait la demande. Elle souhaite également apporter une aide financière aux gestionnaires de ce service autres qu'elle-même, dans certains cas, lorsque des ressortissants de cette commune fréquentent la cantine en question. Les montants de participation adoptés pour 2026 alors concernent 1. Le GEC de l'école Sainte-Thérèse. L'école Sainte-Thérèse a une restauration indépendante et ce sont pour tous les élèves les élèves qui bénéficient d'une restauration. Donc, on octroie un forfait de 59,05 € par jour, tarif inchangé depuis 2018, de cantine, donc, les temps de cantine réellement assurés, soit, estimation pour 2026, 135 jours, ce qui ferait un maxi de 7 960 €, 75 €. Le versement sera effectué en 2 temps, sous forme d'une avance et d'une régularisation au prorata des jours réellement ouvrés. Deuxième participation comme organisme gestionnaire de cantine Holger, un forfait de 66 centimes d'euros par enfant et par jour, ce cas concerne uniquement les frais de cantine relatifs aux enfants scolarisés en classe ULIS. Et alors pour Sainte-Thérèse, pour info, pour rappel, quand je vais parler d'un tarif, l'objectif de cet apport, cette subvention, c'est de couvrir un peu les charges classiques de fonctionnement, eau, électricité, etc. De la même manière qu'il se passe dans les écoles ici aussi. Voilà, je suis maire devant l'Assemblée, c'est bien vouloir adopter cette déclaration. Abstention. Question d'abord, s'il y en a. Abstention, vote contre, il n'y en a pas, donc adopté. Merci. On passe à la nomination des sports. Maurice, Yvette, les deux en même temps. Ah, je crois que c'était toi. Ah, vas-y. Donc, comme vous l'avez déjà dit, une nouvelle halle des sports est sortie de terre et a été inaugurée. Donc, il a été choisi donc, de la dénommer la halle des sports Marie-Amélie Lecure, et donc, qui est une triple championne paralympique et para-athlétisme et présidente du comité paralympique et sportif. Donc, cette dénomination sera utilisée donc, dans tous les actes administratifs, documents officiels, support et tout. Et là, c'est tout simplement d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Merci. Simplement, on avait anticipé, puisque c'est déjà installé lors de l'inauguration sur la salle, parce que l'architecte était disponible qu'à ce moment-là, on voulait quand même, compte tenu que c'était une réalisation du mandat, l'inaugurer avant la fin du mandat. Et puis parce que, comme tout le monde le sait, on est une équipe qui était d'accord, on a consulté les uns et les autres par mail préalablement, donc tout le monde était d'accord sur cette appellation. On a voulu spécifique et inclusive aussi, pour rendre hommage aux sportifs para-olympiques et au monde du handicap. Moi, j'ai travaillé pour une vingtaine d'années dans ce secteur-là et je suis très sensible à cette cause, au droit à la différence et à l'inclusion de ces personnes. Donc, je crois qu'il y a une belle structure dont chacun pourra profiter à partir de... Elle ouvre quand? C'est mi-mars. Le 2 mars. Donc, très rapidement, puisqu'on y est là dans l'immédiat, en descendant vers l'Intermarché. Donc, il va y avoir des travaux d'aménagement qui sont prévus au budget de parking. On a acquis des terrains, la famille Rémignac, et ça va être engagé dans le courant de l'année. Donc, voilà, je mets aux voix cette proposition, sauf s'il y a des questions ou des remarques. Et elle vient. Hein? Marie-Amélie, elle vient. Ouais. Donc, Elle ne pouvait pas être là parce qu'elle était aux Jeux Olympiques d'hiver. Et donc une nouvelle inauguration aura lieu en sa présence parce qu'elle avait aussi envie d'être partenaire et puis être aussi en phase avec les élèves des écoles. Elle veut participer à des conférences, donc elle va venir une journée certainement dans le courant du mois de mai ou juin. Et la date sera fixée ultérieurement. Et puis, on pourra faire peut-être
de belles journées, enfin, des belles manifestations ce jour-là sur cette salle. Voilà. Merci. Donc on a voté, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Je passe au point suivant, même autre dénomination. Alors, ça concerne le PA Valcoric, dont la dénomination du giratoire est de l'avenue de la tranche numéro 3 du Valcoric, secteur Guerre-La Boulée. Donc, le Code général territorial, notamment l'article L221 vous le dire, puis la nécessité de procéder à l'identification et la dénomination des voies et espaces publics de la commune, notamment pour des raisons de repérage, de sécurité et de distribution postale. Vu la création d'un giratoire et d'une voie de circulation située entre les secteurs de l'Écusson et celui de la Boulée, au sud de la 33, donc l'aménagement de la zone de Valcoric, considérant qu'il convient d'attribuer une dénomination officielle à ce giratoire ainsi qu'à la voie reliant le secteur de la Boulée, considérant que le site d'implantation du giratoire est communément désigné sous le nom de l'Écusson, qui est au jour d'aujourd'hui, et bien avant également, considérant que la voie située au nord du giratoire relevant de la communauté de communes est déjà dénommée avenue de Trébulan, il est proposé au conseil municipal de dénommer le giratoire de l'Écusson, cette appellation présentant un intérêt géographique local, et de dénommer la voie restant reliant le giratoire au secteur sud de la Boulée, avenue de Trébulan. Donc, afin d'assurer la continuité de la dénomination existante du nord au sud. La rue de Rennes restant à l'identique. Exactement. Donc voilà. Donc les travaux ne sont pas terminés. On pensait pouvoir avoir la livraison parce qu'on s'était engagé là-dessus avant la fin du mandat. Les conditions météorologiques ne l'ont pas permis. En plus, on a rencontré quelques écueils par rapport à la nature du sol et on a dû corriger un peu le tir. Et il n'empêche qu'on avait pris des engagements parce que c'est une réalisation mixte, hein, communautaire et ville. On était passé par un marché commun et une maîtrise d'ouvrage. On avait partagé les choses. Donc d'un côté 2,4 millions pour l'aménagement du Valcoric, la tranche 3, et 1,2 million pour la partie communale. Donc tout ça pour dire que on s'était engagé à faire l'inauguration. Elle aura, alors que c'est pas qui a mis lieu le 3 mars, je crois que c'est à 14h30 de mémoire, sous la présidence du président du département. Juste aussi pour votre information, la route de la Boulette, qui est aujourd'hui une route départementale, deviendra un boulevard urbain, ce qui permettra sans doute de faire plus facilement des déplacements doux dans le futur. Et la future route qui traversera le parc d'activités deviendra une route départementale. Et la condition du transfert, c'est que nous ayons réalisé la route en question et qu'elle soit en bon état. Donc ça va donner sans doute un peu plus, même sûrement, de tranquillité à une bonne partie des habitants de la Boulée, un peu moins pour ceux qui sont à l'ouest. Il nous reste à corriger, puisqu'on a vérifié ça il n'y a pas longtemps, il y a des merlons pour faire des ruptures un peu sur le plan phonique par rapport aux habitations, qui devaient être à 1,90 m. En fait, ils sont à 1,50 m. Donc, ils n'ont pas respecté le cahier des charges. Donc, on va corriger le tir à la condition qu'on trouve de la terre. Pour le faire, on va en trouver. Maurice ? C'est la question aujourd'hui. De toute manière, il est clair que les merlons retiendront à la hauteur qui était prévue. Donc, il est hors de question de lâcher quelque chose là-dessus. Si je peux rajouter quelque chose au vu des problèmes que ça pose, notamment la météo, le chantier est à l'arrêt. Donc, il faut que ça sèche. Hein, là, c'est mission impossible. Le transport scolaire. Donc, le transport scolaire, donc, il passe quand même une bonne centaine, 110 cars exactement, qui passent tous les jours dans ce secteur sur l'avenue de Rennes. Et il faut également, au niveau des écoles, qu'on puisse être dans les temps. Donc, il a été décidé en date de cette semaine, avec la région, le département et toutes les entreprises concernées, de reporter le point de raccordement qui est situé à l'ancienne aire de pique-nique. Je ne sais pas si vous le visualisez sur la carte. Donc, à partir de début juillet jusqu'à fin juillet. C'est le seul moyen où les cars ne seront pas utilisés. Il ne restera que Bresgo, à laquelle la région s'engage également à modifier le circuit. Donc,
Malheureusement, ça prend du retard. Les entreprises également prennent du retard, mais de toute manière, vu la météo qu'on a au jour d'aujourd'hui, on ne peut rien faire de plus et surtout ne pas aller danser sur l'empirement actuel parce que ça bouge de tous les jours. Il faut attendre que ça sèche, minimum un mois. D'accord. Comme j'y suis, si vous m'y autorisez, là, giratoire de l'Écusson s'est inscrit. Donc là, il y a du buffet qui va acheter 2 hectares. Ensuite, si on continue, là, vous voyez où est le restaurant, l'ex-restaurant de Saint-Marc. Hein. Juste après, il va y avoir un autre restaurant. On va signer bientôt l'acte de vente qui va être le tramway qui va être transféré là. Et entre ce restaurant et Saint-Cyr-Mauve, il va y avoir un espace padel. Là. Attention, j'arrive. Ici, Ferme tes yeux. ici Saint-Marc, Valcorique. Ensuite, le restaurant, alors il est juste là où c'est marqué RD 773 là. Ouais. Et il va y avoir après donc un autre restaurant et un padel avec 5 espaces fermés. À l'origine, on avait envisagé de faire le padel par ici. Et on a écouté les riverains qu'on a rencontrés. Et le padel, des fois, ça fait une caisse de résonance quand ils sont à ciel ouvert. Là, ils sont fermés, donc c'est différent. Donc, pour éviter cela, avec l'investisseur, on l'a mis, où je disais, à côté de où c'est indiqué RD 773. En face, a priori, il y aurait donc une société de restauration collective avec 50 emplois à l'appui. Et il y a aussi le garage Morin qui envisage d'acheter 1 hectare là derrière pour avoir une sortie sur la route et sur l'espace à l'arrière, plus éventuellement une société aussi de contrôle technique des véhicules. Donc on en est là aujourd'hui. On a d'autres touches et il nous reste encore sur la tranche 1 et sur la tranche 2 du terrain. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je mets aux voix la dénomination du giratoire de l'Écusson. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Non. Dernier point. Dernier point concernant l'avenant des travaux justement sur la déviation du Valcorique en question, partie ville. Donc, je rappelle donc, que par délibération de 2024, donc, il a été notamment décidé d'autoriser le maire son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Donc, la modification du marché porte sur plusieurs points, puisque concernant la voirie existante, la modification des prestations, le type de bordure, drainage dans les limites de parcelles, comprend également la signalisation verticale complémentaire, panneaux directionnels sur les giratoires, et panneaux de limitation de vitesse 30 km/h, et le secteur de raccordement de la RD, donc situé à l'air justement de Pitouille, anciennement public, par la création d'une piste cyclable sur une longueur environ de 40 à 50 mètres, pour préparer le futur, disons, pour les piétons d'histoire et les vélos. Donc ça fait une amorce. Donc ces travaux nécessitent, ayant une incidence financière, donc concernant les terrassements de voirie, donc le montant initial du marché étant de 729 253,55. L'avenant numéro 2 est de 39 567,50, ce qui porte le marché à 786 057,45. Donc il est proposé donc, au conseil municipal de donner les pouvoirs à M. le maire pour engager et signer tous les avenants relatifs au marché. Et ça représente un plus de 5,42, mais là de toute manière, on ne peut pas faire autrement dans le sens qu'il faut créer également le passage piéton et avec une glissière de sécurité pour pouvoir passer sur le site. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Abstention? Vote contre? Il n'y en a pas. Donc le prochain conseil municipal aura lieu après les élections. S'il y a un tour, à 4 tours, ce sera 5 jours, soit le vendredi, soit le samedi, soit le dimanche qui suit les élections. S'il y a 2 tours, c'est le week-end d'après. Pour le conseil communautaire, il est prévu que ça se fasse, je crois qu'on a jusque le 26 avril, mais ça se fera le 2 avril, jeudi, le 2 avril au siège
de la communauté de communes, parce qu'il faut attendre qu'il y ait un deuxième tour éventuel dans d'autres communes, qui elles-mêmes doivent élire dans les 5 jours leur maire. Donc voilà. Donc moi, j'y serai pas. C'est l'occasion quand même aujourd'hui, si vous m'y autorisez, de vous dire quelques mots en synthèse de ce mandat et des différents mandats moi, que j'ai pu exercer. Je remercie aussi, j'avais invité tous mes collègues colistiers depuis que je suis maire, ceux qui ont été élus, mais ceux qui étaient aussi, qui n'ont pas été élus parce que c'était la règle de la proportionnelle, mais qui étaient en soutien. Donc je remercie tous ceux qui ont fait l'effort, entre guillemets, de venir ici. C'était aussi une forme de reconnaissance pour eux, parce que qu'ils soient élus ou pas, ils ont participé au devenir de la commune. Donc on y est, hein, on est au terme pour moi, mais pour un certain nombre d'entre vous autour de la table, si c'est ceux qui ne se représentent pas à cette prochaine échéance. Ça ne veut pas dire que dans le futur, ils ne reviennent pas, mais a priori, il y a la moitié ici des gens autour de la table qui s'arrêtent, et puis l'autre moitié qui poursuit. Donc moi, je vais vous faire un petit point simplement sur la façon dont j'ai vécu et je vois la fonction de maire, et puis sur différentes autres choses assez rapidement. Ça va peut-être prendre 10 minutes, mais 10 minutes sur 25 ans, c'est pas beaucoup. Je regardais, j'ai dû participer à 130 conseils municipaux. J'en ai raté 2. À chaque fois, c'était au mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi. J'avais eu une sciatique, c'était en décembre 2005. Et puis, j'ai été opéré d'une grave opération du cœur en 2017. Et donc, l'intérim avait été assuré par ma voisine de droite, Mickaël. Donc, la mairie va certainement un petit peu me manquer, parce que j'y ai passé beaucoup de temps, 31 ans, parce que j'ai été premier adjoint préalablement. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, mon père était secrétaire général de mairie ici pendant 30 ans. Et j'étais à l'école Saint-Michel, et souvent, je passais en culotte courte ici à la mairie le saluer. Et donc, c'est pas ma deuxième maison, mais presque. Et j'y ai passé beaucoup de temps. Et puis, ceux qui ne sont pas d'ici, mais je le dis parce que c'est intéressant, ici, il n'y avait pas de mairie. C'était une salle des fêtes. Hein, on s'en souvient. Il y avait derrière le corbillard d'un côté, les pompiers de l'autre. Et cette deuxième partie de mairie, elle a été faite dans les années 70, alors qu'il y avait la première qui existait depuis la fin du 19e, avec la salle des mariages qui était aussi salle du conseil, une salle de réunion. Et là où moi j'ai mon bureau à l'étage, c'était le cadastre. Et en bas, vous aviez un comptoir d'accueil et le bureau du secrétaire général de la mairie. Et là, à droite, en bas, c'était le logement, pour ceux qui l'ont connu, le garde champêtre, qui s'appelait Monsieur Roussel, et il habitait là et il intervenait avec sa cloche pour lancer des avis à la population sur la commune. Moi, je vous dis ça, et aujourd'hui, je pense qu'on était à l'époque à l'heure de la déconstruction des bâtiments. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait conservé cette salle des fêtes, c'était utile, pragmatique. Il y avait un point de passage en bas dans le hall, et tout de suite, on pouvait faire des réceptions avec des gros piliers en marbre, une verrière, et c'était quelque chose d'intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, enfin, moi, on n'aurait pas la même approche. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Vous dire que sur mon engagement, moi, j'ai noté un peu pourquoi je me suis engagé, puis aussi pour susciter des vocations par rapport à ceux qui voudraient y aller, qui hésitent. Tradition familiale, hein, mon père était ici, il a été aussi maire de sa commune, mes grands-pères l'étaient aussi. On était dans cette culture un peu du service public et l'intérêt pour la chose publique. Conduire et réaliser des projets, moi, ça m'intéressait beaucoup, dans une démarche toujours collective. Coordonner et animer une équipe et servir le collectif, c'est-à-dire la commune. Développer, entreprendre aussi pour la commune, c'était quelque chose qui m'intéressait, et mettre en œuvre, surtout, et je crois qu'on l'a bien fait, un certain nombre de services à la population pour renforcer son attractivité et faire en sorte que des gens viennent y habiter, ici sentent bien. Le déclencheur pour moi, ça a été, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai perdu mes parents assez tôt et j'ai eu envie de revenir aux sources. Et sur la sollicitation de mon prédécesseur, il m'a dit ben, ce serait bien. Et puis j'ai exercé donc un mandat de premier adjoint de 95 à 2001. Un autre déclencheur à l'époque, j'étais à Rennes. Et donc je ne voulais pas forcément déplacer ma famille tout de suite. Ça a été la mise à 2 fois 2 voies, donc la 4 voies, en 1995.
Je me suis dit d'abord, c'est plus facile de venir à Guerre, d'une part. Deuxièmement, c'est plus sécurisé quand on fait la route, si on l'a fait plusieurs fois par semaine. Je me suis dit, pour le futur aussi, elle participera au développement de la commune. Elle a réellement désenclavé la commune. Alors, il y a eu des écueils, parce que ça a fonctionné, certes, des terres agricoles, mais aujourd'hui, si nous n'avions pas eu cette 4 voies, je me suis posé la question et j'en ai discuté, les écoles militaires seraient-elles restées ici? Pas sûr. D'une part, si vous regardez, je le cite souvent, le territoire de la Trinité-Port-Bouët au nord, qui est totalement désertifié, on aurait pu être dans cette hypothèse. Et si vous regardez le tracé normal, Plélan, Redon, c'est une ligne droite, elle passait par la forêt de Brocéliande en partie, et elle passait sur le camp militaire, manœuvre, pas possible. Donc on a eu cet avantage, et on s'appuyait beaucoup à l'époque sur les écoles militaires qui avaient 600 personnel civil, etc. Il fallait que nous diversifions un peu l'activité. Je crois que ça y a contribué. J'ai aussi été encouragé à l'époque par mon patron. Étant en activité en Ille-et-Vilaine au Conseil général, je ne pouvais pas de toute façon être candidat au regard des responsabilités que j'exerçais dans ce département. Et donc, il m'a encouragé à le faire. Juste vous dire aussi, je vais revenir quand même sur un peu ce qu'on a fait, mais je ne veux pas abuser du temps, mais c'est un moment quand même intéressant pour tout le monde. Donc, vous dire que le mandat de maire, ça mobilise beaucoup de temps, ça nécessite aussi de disposer de temps long, parce que quand on a des chefs d'entreprise qui sont habitués à décider, à signer un chèque tout de suite, et puis à engager un projet, nous, c'est pas pareil. Il faut du temps long. Et un mandat, j'ai souvent dit, moi, c'est pas le premier mandat compte, mais c'est le deuxième mandat, parce que ça nous donne du temps pour faire des choses. Et puis c'est le deuxième mandat qui consolide ce qu'on a pu faire au premier et qui dit que ça s'est à peu près bien passé. Et donc c'est un temps vraiment long, d'autant plus qu'on est confronté à des normes de plus en plus importantes. Vraiment, hein, tout le monde le dit, si vous lisez la presse spécialisée, c'est vraiment des fois assez compliqué, des procédures vraiment lourdes, des procédures de marché public aussi des fois lourdes. Donc moi, je suis assez fier de ce qui a été réalisé au cours de tous ces mandats, avec des projets d'importance, structurants et s'inscrivant dans le temps, parce que ça servira à plusieurs générations. Je ne vais pas tous les citer, mais l'essentiel, je pense au groupe scolaire Schulcher, dont je me souviens quand nous l'avons créé, on était totalement, on dit il faut qu'on fasse, c'était dans les années 2018, non 2008, pardon, 2007-2008, et on avait rajouté une classe supplémentaire parce qu'à l'époque, on était en période démographique faste, hein, ceux qui siégeaient à l'époque étaient là, on l'avait fait aujourd'hui. Il se trouve qu'on a 5 classes inoccupées qu'on met à la disposition, entre guillemets, de la communauté de communes pour les ALSH. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je regardais aussi les travaux d'aménagement routier et de sécurité qu'on a fait aux entrées de ville. J'ai comptabilisé l'autre soir en regardant, il y a eu 23 opérations. Et vous pouvez, si vous faites le tour dans votre tête, donc c'était à la fois des choses d'aménagement, mais de sécurisation aussi. Le Belvédère, qui est aujourd'hui communautaire, c'est nous qui l'avons rénové. Yves Dréau était l'adjoint aux finances à l'époque. Oui, d'accord, je me souviens. Un certain nombre de logements, on a oublié ça. De logements sociaux notamment. Et moi, je souhaitais, en accord avec mes collègues, qu'on ne fasse pas un ghetto des logements sociaux. Et quand vous regardez, on a développé ici, ils existaient déjà, on en a d'autres à la Croix-Logée, hein, et on en a d'autres au Pont-Minier. Et donc là, on a un peu développé pour qu'il y ait une mixité sociale des gens qui ont plus de difficultés ou qui ont moins de revenus et qui s'intègrent le plus dans la société, tout en n'étant pas loin du centre-ville. Donc je crois que ça, c'est quand même pas mal. La LD Sport, j'y reviens pas. Le stade synthétique qu'on a fait aussi, la piste d'athlétisme, la déviation de la Boulay, j'y reviens pas non plus, l'EHPAD. Paul présidait l'EHPAD ces dernières années, je l'ai présidé pendant 22 ans. Quand je l'ai pris, je me souviens, en présidence, l'ancien président était l'ancien maire, et il me dit, écoute, on va passer la main là-dessus. Je suis allé à l'EHPAD. Mon père avait été, quand il était secrétaire général, en même temps directeur de l'EHPAD. Je suis allé le lendemain, je me dis, c'est pas possible. Dans quel état est l'EHPAD? C'était innommable en termes d'organisation, en termes d'hygiène, etc. On a fait 2 opérations de réhabilitation et aujourd'hui, on a revu aussi la direction parce qu'il y avait un problème à gérer et à régler. Et aujourd'hui, l'EHPAD a une réputation très positive. Et donc ça, et puis il fallait que nous ayons des activités, des propositions intergénérationnelles. Je pense aussi à la résidence autonomie, qui n'est pas notre propriété, mais celle de Morbihan Habitat, mais c'est nous qui la gérons via le CCAS. Et donc là, il y a eu 1,2 million de travaux de fait
avec un renforcement des protections énergétiques et du confort aussi des résidents, et c'est tant mieux. À une époque, je l'ai dit à d'autres occasions, le département Morbihan Habitat, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, voulait regrouper tout à Carentoire, hein, et faire une résidence autonomie à Carentoire de 50, il y avait 50 à Carentoire déjà, et rajouter ce truc. Je dis, moi, je m'y opposerai. Quand je serai maire, je m'y opposerai, parce qu'il ne faut pas déraciner les gens. Quand ils doivent quitter déjà leur domicile, c'est difficile. C'est pour garder des liens avec la famille. Donc, cette réalisation est vraiment de qualité pour le confort. L'électrification publique, l'extension, l'assainissement, on a fait beaucoup de travaux en matière d'assainissement. Il y avait des lieux en ville qui n'étaient pas bénéficiaires de l'assainissement. Le développement local, il y a eu des commerces en plus, je ne vais pas tous les citer, notamment dans le domaine alimentaire. Au-delà de ça, on a essayé, je regardais, on est presque à 75 000 € d'aide aux associations, donc on l'a fait. Le renforcement des services, je parle des services municipaux, la police municipale, le service des sports, la médiathèque. On est élu à la médiathèque, il y avait essentiellement des bénévoles. Il faut des bénévoles. Mais c'est quand même une technicité particulière. On a professionnalisé la médiathèque. Et aujourd'hui, la médiathèque, elle a une excellente fréquentation. Elle n'a pas été faite sous notre gouvernance. Elle a été faite en 2000. Et donc, c'est quand même quelque chose aussi d'important en termes de mise à disposition de personnel. L'installation et l'aménagement du pôle santé. Moi, je me souviens, un soir, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'utile rapidement? On était à un moment donné sur l'idée de faire une nouvelle salle multifonction. Et je me suis dit, et je l'ai proposé à mes collègues, c'était en 2011. On a réuni tous les professionnels de santé qui ne se connaissaient pas, et on les a aidés, par exemple, à faire une étude fonctionnelle sur le pôle santé de Guerre. Ils ne savaient pas comment s'en sortir, et donc on a mis à disposition, c'est pas nous, c'est privé cette affaire, des terrains à un prix préférentiel. Et puis à Couette, jusqu'à un moment, tout le monde voulait revenir à Guerre. Moi, j'ai rencontré les médecins, j'ai dit, à mon avis, vous faites une erreur. Il y aura plus de médecins à Guerre, il n'y en aura plus à Guerre-Bellevue. Ou s'il y en a, c'est d'autres qui vont s'y installer. Vous êtes sur la place, restez-y. Et on a discuté, puisque c'était sur du terrain militaire. Et vous savez que les constructions sont interdites sur le terrain militaire, puisque c'est une zone UM. Et on a discuté, sauf si c'est d'intérêt général. Et les autorités militaires ont accepté non seulement ça, mais de se rattacher aussi sur le réseau d'assainissement. Et aujourd'hui, si nous n'avions pas anticipé, déjà que c'est difficile, il n'y aurait pas le nombre de médecins que nous avons ici. Je passe sur le jumelage, on y a parlé tout à l'heure. J'ai été, et je suis jusqu'au 2 avril toujours président de la communauté de communes, de 2 communautés de communes successives, le Pays de Guerre d'abord et la communauté de communes d'Oust-à-Brocéliande. Ça n'a pas été facile au début. On a agrégé 3 ex-communautés de communes, dont l'une d'entre elles, compte tenu de la loi NOTRe, plus de 15 000 habitants, pouvait rester seule. On avait des cultures différentes, on ne se connaissait pas, ça n'a pas été évident. Et aujourd'hui, je considère, tout en ne perdant pas trop de proximité, que c'est une force. Quand on parlait de la communauté de communes de Guerre, 12 000 habitants, on disait, bah, Guerre, d'abord, c'est où? Si on disait les écoles militaires, ils savaient à peu près où ça se situait. Mais aujourd'hui, quand on dit Oust-à-Brocéliande communauté, même s'il y a peut-être un problème de confusion de nom avec on existe 40 933 habitants aujourd'hui, on représente un territoire dynamique, avec des fleurons de l'industrie française et avec un territoire relativement équilibré. Mais je ne vais pas vous parler de la communauté de communes, sauf pour vous dire que si on est le plus gros contributeur de la communauté de communes, en retour, on a à peu près une quinzaine d'équipements communautaires. Je ne vais pas tous les reprendre, mais pour que aussi vous vous en souveniez, le centre d'affaires du Valcorique n'existait pas. Ceux qui sont guerrois, à l'époque, il y avait une vieille maison avec des pans qui tombaient, et où a commencé Miss Buffet avec 3 personnes. Vous vous en rappelez peut-être aussi les uns et les autres. C'était pas digne à une entrée de ville. On a vu en même temps le rond-point du Valcorique qui n'existait pas sous l'égide de la communauté. La pépinière d'entreprise, l'extension du parc d'activité de Valcorique Ouest. Moi, je me suis beaucoup penché, même si j'ai une formation plus à caractère sanitaire et social, sur l'économie parce que ça m'intéressait. Mais l'économie solidaire participe aussi du développement. Et on a développé Miss Buffet. Je me souviens du président de Miss Buffet qui me dit, mais faut pas aménager le parc. Laissez-nous faire. Et oui, mais on a quand même fait l'aménagement parce que l'idée, moi, je ne voulais pas qu'on ait une trop grosse, et mes collègues aussi, entreprise, qui, quand elles tous sur le plan social, ça déstabilise tout un tissu. Mais on ne pouvait pas non plus refuser le développement de Miss Buffet. Donc, on avait aménagé pour vendre des terrains.
Et finalement, ils ont acheté. Et il m'a dit après, finalement, on a gagné beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est un fleuron de l'agroalimentaire. Des services quand même qui existent sur la commune, qui sont de la communauté de communes, l'Office du tourisme, le Belvédère qui était communautaire, qui a été transféré, le centre social, il y en a qui sont autour de la table, il n'y en avait pas de centre social, il n'avait pas de mur, et j'annonce aujourd'hui, et on est en train d'y travailler, et je me suis engagé à régler cette question avant la fin du mandat. Deux présidents de la communauté de communes, c'est pas possible qu'ils restent là où ils sont. D'abord, c'est pas adapté. Deuxièmement, s'il y avait des travaux à faire, ce serait plus cher qu'une installation. On vient de faire un audit de l'ensemble des bâtiments communautaires sur la commune pour mutualiser un peu les choses. On est en train d'y réfléchir et dans tous les cas, le centre social ne restera pas là où il est. On ne va pas non plus créer de nouveaux bâtiments alors qu'on peut mutualiser le bâtiment du groupe scolaire. Vous avez déjà la LSH gérée par le centre social, mais le centre social, c'est une entité importante. C'était un peu compliqué au début. Je dis souvent, quand on a un projet, c'est souvent initiative, ensuite c'est dissidence, et après on devient partenaire. Ça a été le cas. Et aujourd'hui, à tel point qu'on a une antenne désormais à l'Agacie, et qu'à terme, il y en aura peut-être une à l'ouest, à Serran. La mobilité. Les chefs d'entreprise aujourd'hui me disent, il y a 3 problèmes. Logement, mobilité et recrutement. Et donc tous ces 3 facteurs-là sont associés dans le monde des entreprises. Donc je crois qu'on a bien travaillé. On a initié une ligne GoBus qui était financée exclusivement par la commune. J'ai le chiffre, 170 000 € en lien avec Baignon et Saint-Malo de Baignon. On l'a initié, ça pesait que sur le contribuable guerrois. Et si on ne l'avait pas fait, ça a attiré l'attention de la région. Et du coup, on a pu mettre en place cette ligne Plélan-Redon par l'Agacie, Guerre et Malétroit, et financée par la collectivité communautaire. Donc ça élargit le spectre des financeurs et ça ne pèse pas que sur le contribuable guerrois. Et tout cela, je dis aussi autre chose. Souvent, je dis dans mes interventions qu'il faut conserver ses bases. Si je parle de conseil communautaire, si on est conseiller communautaire, c'est d'abord parce qu'on a été conseiller municipal et élu municipal. Et moi, je considère que, alors d'aucuns disent, ouais, être président de la communauté de communes et être maire, oui. Si j'avais continué mon activité professionnelle, je n'aurais pas accepté d'être président de la communauté de communes. Il se trouve que pendant 6 mois après, en 2017, j'ai cessé de travailler. Mais c'est important en tant que commune principale, sans négliger les communes, les petites communes. D'ailleurs, vous verrez, mais peut-être que ce sera un ou une successeuse d'une petite commune qui me succédera à la communauté, et c'est intéressant. Mais tout ça pour dire que le fait d'y être présent, on pèse. Il ne faut pas oublier cela. C'est très, très important. On arbitre, en tant que président aussi, on peut influencer les orientations. Et tout ça pour vous dire que dans le cadre de toutes ces années dernières, on l'a fait dans le cadre de réductions budgétaires difficiles, un contexte financier où les dotations baissaient, avec des transferts de charges de l'État sur les collectivités. On n'a plus de trésor public. Jusqu'à quand va-t-on conserver la Poste? Question. Et le trésor public a été remplacé par France Service. Ça, c'est aussi un autre service de qualité apprécié par tout le monde. Sauf qu'avant, on ne payait pas le trésor public. Un France Service, ça nous coûte 150 000 €. On a une participation de l'État de 50 000 €. Et donc, ça repèse sur le contribuable local. Donc, juste, j'en ai encore quelques minutes. Je pense aussi, on l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, que nous laissons les sortants, la collectivité en bon état. Je prends quelques critères. Paul l'a dit tout à l'heure, l'exercice 2025 comme d'autres, mais à la faveur d'une gestion budgétaire stricte, dégagera des excédents intéressants qui nous permettront de financer des investissements sans recours à l'emprunt. L'endettement est maîtrisé, vous l'avez vu, autour de 5, il doit être inférieur à 8, donc c'est pas mal. Pas de recours à la fiscalité depuis 9 ans, on vient de le voter, donc on a une gestion saine. La population de la commune, elle a un peu baissé à un moment, elle est en hausse, puisqu'on est passé de 6 556 habitants à 6 208, ça joue aussi sur la recette de la collectivité. Et attractivité aussi renforcée grâce aux équipements dont je parlais tout à l'heure et aux aides, des aides à l'investissement qu'on a fait au commerce, les nurseries numériques. J'aimerais bien que le reste de la place de la mairie
continue pour que tout cet espace-là aussi soit réhabilité. Le chômage est à 5,4%. Le taux de chômage en France est un peu plus de 7%. Donc, on est pas mal et on regardait ça l'autre jour sur l'exercice, le dernier. On a réalisé 22 millions d'investissements. Donc, les fondations sont possibles. Donc, quelques remerciements et puis un petit mot sur la fonction des maires. Et après, je vous promets, je m'arrête, mais j'en profite, c'est la dernière fois que je prends la parole publiquement. Donc, je m'y autorise. Et donc, remercier tous ceux qui m'ont soutenu, ceux qui sont là, ceux qui sont autour de la table, et y compris les politiques qui n'ont pas été élus, à toutes les équipes successives d'adjoints, de conseillers municipaux et ceux d'aujourd'hui ici autour de la table au cours de ces 4 mandats, aux adjoints particuliers, parce que naturellement, on se voit plus souvent, à Mickaël, qui est ma première adjointe. On est arrivés tous les deux en 95, et en plus, on a encore une autre antériorité, puisque quand j'étais DRH du Conseil général, elle était dans mon service, donc on se connaît depuis très longtemps. Donc, merci beaucoup pour ton engagement et ta fidélité. Remercier Séverine, qui est ma fidèle et exceptionnelle assistante. Vous savez, c'est important d'avoir une excellente assistante parce qu'elle vous facilite la tâche et vous dégage aussi de beaucoup de soucis. Merci à tous les acteurs du territoire, professionnels, bénévoles. Alors, être maire, pour moi, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Je l'ai dit aux vœux, mais je le dis aussi pour ceux qui vont s'engager. Et c'est important de s'engager. C'est pas pour qu'ils ne s'engagent pas, c'est pour générer des vocations. Donc, c'est vraiment un honneur. Moi, j'ai fait une bonne partie, j'étais à l'école ici, au collège ici, enfin, etc. Et revenir, j'aurais jamais imaginé que je puisse être maire de ma commune, donc c'est un honneur. Mais il faut exercer cette fonction vraiment avec humilité, efficacité, enfin, j'espère que vous êtes efficace, dans le cadre d'un collectif, naturellement, passionnant, exaltante aux multiples facettes. On passe d'un champ d'intervention à un autre très vite. Et il faut avoir une capacité de s'adapter, pas tout seul, hein, puisqu'on s'appuie aussi sur les services, qui sont des techniciens, ils nous font des propositions, on n'accepte pas. Ils nous disent, ben non, vous êtes hors jeu, peut-être qu'il ne faudrait pas le faire, vous prenez le risque, mais c'est à vous de le prendre. C'est à la fois aussi une fonction ingrate, surtout chronophage, très chronophage. Et aujourd'hui, moi je me dis que les maires qui vont nous succéder dans le contexte actuel, on est dans une société de judiciarisation. Et donc, c'est un métier, j'allais dire, aussi à risque. En ce qui me concerne, moi, je considère que j'étais chef d'équipe, je l'ai déjà dit au vœu, un chef de projet, animateur, impulseur, arbitre, médiateur, décideur parfois, parce qu'il faut bien trancher. Et vous savez, ça remonte toujours à un moment en haut de la pyramide. Et c'est aussi être conscient d'être dépositaire d'une responsabilité qui ne vous appartient pas. Fugace, on n'est que de passage. Et c'est avoir le souci permanent de raisonner en bon père de famille. Moi, j'ai beaucoup appris. Et je me suis toujours posé la question, j'ai souvent une formule, je l'ai dit au vœu l'autre jour, que j'avais dans mon mémoire de fin d'études, les certitudes définitives ne sont que l'expression de l'ignorance. Et donc, il faut savoir écouter. On prend des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde, ça c'est vrai. Il faut essayer de trouver le meilleur chemin dans l'intérêt collectif et pour l'image de la ville. Tout cela nécessite, je ne dis pas ça pour me vanter du tout, mais beaucoup travailler, d'être effectivement beaucoup disponible. C'est aussi être maire et élu parfois, mais maire des moments de solitude, voire d'isolement. Moi, j'ai perdu des amis en étant maire, parce qu'au bout d'un moment, quand vous allez dans des soirées, ça revient toujours sur les histoires de la mairie. Bon, au bout d'un moment, on en a un peu marre. Les gens ne dissocient pas les choses et il faut avoir une certaine forme de carapace, avoir le dos large, parce que derrière la fonction, il y a un homme, et l'homme, il a ses difficultés et aussi ses faiblesses. Et être maire, enfin, pour moi, ça a été d'être le maire de tous. J'ai essayé de le faire sans sectarisme, à l'écoute et pour le bien commun, même s'il faut se faire à l'idée qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi je le sais, mais on essaie de traduire le meilleur engagement possible. Donc moi j'ai le sentiment d'avoir, au terme de ce mandat, et j'en ai plus pour longtemps, je vous le promets, d'avoir accompli avec honnêteté, détermination, considération cette fonction, et surtout d'être en accord avec mes convictions, avec mes valeurs. Je pense que, et dans le respect des uns et des autres, population, acteurs,
mes collègues surtout, parce que c'est vraiment une démarche collective et il faut associer un maximum ses collègues. Donc, je n'oublie pas mes proches. Mon frère est dans la salle. Ma femme ne pouvait pas venir parce qu'elle est souffrante en ce moment, mais ayez bien conscience que l'engagement d'élu, ça impacte aussi la vie familiale et ça peut la déstabiliser. Il faut être bien conscient de tout ça et il faut que. Moi, je ne me suis jamais engagé sans que j'ai l'accord de ma famille. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est compliqué. Donc, je vivais un peu, parce que tout le monde le sait, entre Rennes et ici. Donc, j'avais aussi des fois des problèmes, des questions de déplacement. Donc, il fallait associer, mais ne pas déstabiliser la famille. Donc, moi, je souhaite vraiment bonne chance à l'équipe qui me succédera, qui nous succédera, et au maire qui me succédera. Je suis sûr et je suis très heureux. Je me rappelle en avoir discuté avec M. Plumier la dernière fois lors des élections où je disais c'est quand même dommage que dans le cadre du processus démocratique, il n'y ait pas une autre liste pour une commune de guerre de cette importance. Je m'aperçois qu'il y en a une, c'est très bien. Les gens doivent avoir le choix. On n'a pas la vérité. Mais l'essentiel, c'est de travailler dans le cadre d'une construction et en cohérence collective. Et on trouve toujours, vous savez, en Bretagne, moi, à la communauté de communes, il y a différentes personnes de différents horizons. Et on est réputé en Bretagne pour toujours arriver à un compromis au-delà de nos divergences et de nos clivages politiques. Mais ici, on ne travaille pas pour la politique. J'ai regardé la vidéo que vous avez faite et c'est bien pour l'intérêt général, au-delà des considérations des uns et des autres. On peut avoir des approches un peu différentes, mais sur le fond, on partage beaucoup de choses. Donc je suis sûr que le travail qu'on a engagé sera poursuivi sur différents plans, qu'il y aura de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il faut savoir s'arrêter aussi en ce qui me concerne. La fois trop, c'est pas bien. Et je vais essayer de m'attribuer là, j'ai lu un peu Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Et pour moi, un peu de temps retrouvé, parce que j'en ai passé beaucoup pour la collectivité. Et ben, merci à tous et que guerre continue à se métamorphoser. Merci beaucoup. Je vais lever. Il n'est pas facile de parler après toi, mais je vais essayer. Alors, cher Jean-Luc, monsieur le maire, je m'adresse à toi au nom de tous les collègues ici présents. Il y a des moments où les mots semblent bien modestes face à l'ampleur d'un engagement comme le tien. 31 années au service de guerre et de ses habitants. 31 années de présence, de décision, de responsabilité. 31 années à porter chaque jour le souci de l'intérêt général. Pendant plus de 3 décennies, tu as été bien plus qu'un maire. Tu as été un repère, une voix, une force. Une exigence aussi, envers toi-même d'abord, envers nous, tes collègues, mais toujours au service de notre territoire. Tu as été un maire exigeant, oui. Exigeant dans le travail, dans la rigueur, dans la vision. Mais cette exigence n'était jamais dureté. Elle était portée par la conviction que notre commune méritait le meilleur. Ton engagement a toujours été sincère et solide. Tu as travaillé sans relâche. Les projets ne t'ont jamais fait peur, les obstacles non plus. Ta mémoire et ta connaissance de tous les dossiers a constitué un atout précieux pour la collectivité. Par ailleurs, tu es de ceux qui ne comptent pas leurs heures. Même en vacances, tu étais toujours joignable et disponible. N'est-ce pas, Séverine? Tu es de ceux qui réfléchissent tard le soir, qui reviennent sur un projet pour l'améliorer encore et encore. Parce que pour toi, chaque décision majeure doit être mûrie et menée avec exigence. Mais ce qui marque aussi, au-delà des réalisations visibles, c'est ton humanité. Tu as su écouter, tu as su comprendre. Derrière chaque décision, il y avait un regard attentif aux personnes, aux familles, aux plus fragiles. Tu n'as jamais oublié que la politique locale est d'abord une affaire de femmes et d'hommes.
En 31 ans, notre ville a fortement changé, évolué et grandi. Des projets ont vu le jour, des générations passées, des équipes se sont succédées, et à travers tout cela, ton engagement est resté intact. Aujourd'hui, c'est avec émotion que nous te disons toute notre gratitude et beaucoup de merci. Merci pour le temps passé. Merci pour l'énergie consacrée. Merci pour les sacrifices personnels que suppose une telle responsabilité. En effet, tu l'as dit, je vais répéter, la fonction de maire ne s'arrête jamais vraiment. Elle habite chaque journée, chaque décision, chaque préoccupation. Pour cela, nous voulons aussi adresser un mot de reconnaissance à ton épouse Marie-Lise, tes enfants, Sophie et François, tes 2 petits-enfants, Félix et Rose, qui ont forcément accepté de partager cet engagement. Ton empreinte restera sur Guerre et son territoire, et dans ses équipements. Par exemple, la médiathèque, le CCB, le complexe sportif avec la création d'un terrain synthétique, d'une piste d'athlétisme, et dernièrement la construction de la halle des sports Marie-Amélie Le Fur, la voie de contournement du Valcorique. Bon, je vais m'arrêter là parce que la liste est un peu trop longue. Enfin, nous tenons à mettre en avant le fait que ta présence et ta forte implication en tant que président à Guerre Communauté et à OBC ont été une force pour le développement économique et social de Guerre. On ne tourne pas la page de 31 années d'engagement, comme on ferme un dossier. Ceci dit, une chose est certaine, le respect et la reconnaissance de nous tous élus, agents de la ville et naturellement de nombreux Guérois. Bon, c'est moi qui suis émue. Donc voilà, nous tous, le respect et la reconnaissance de nous tous élus, agents de la ville et naturellement de nombreux Guérois, ne s'effacent pas et ne s'effaceront pas non plus. Avec simplicité, avec sincérité, à toi Jean-Luc, qui as su préparer l'avenir au présent, nous te disons un grand merci et nous te souhaitons plein de belles choses à venir. Voilà. Merci. C'est too much, comme disait mon président de patron du conseil général, c'est too much, quand il est parti de Vitré et de la mienne. Alors, vous pouvez vous rasseoir, je vais encore parler. Voilà. Donc maintenant, je vais prêter ma voix à Séverine, mon assistante, qui tenait à te dire un petit mot. Je vous remercie sincèrement pour ces années passées à travailler à vos côtés. Les années ont été marquantes, engagées, exigeantes et profondément enrichissantes pour moi. J'ai pu mesurer votre engagement sans faille, votre impressionnante capacité de travail, votre rigueur et votre parfaite maîtrise des divers sujets, toujours guidés par le souci constant de servir l'intérêt général. J'ai également été témoin de la complexité de certains dossiers et de la place qu'ils pouvaient occuper dans vos pensées, parfois bien au-delà du cadre strict de vos fonctions. Vous les avez toujours conduits avec détermination et sens des responsabilités, sans jamais perdre de vue l'intérêt général. Ce fut une chance et un honneur de collaborer avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle étape de vie qui s'ouvre à vous. Votre épouse, vos enfants et vos petits-enfants pourront désormais profiter pleinement de votre présence. Vous pourrez également retrouver, en toute liberté, votre île de cœur, belle île, au rythme de vos envies. Encore merci, Séverine. Ça fait des émotions, ça, hein, parce que c'est compliqué, mais
je ne serai rien, je le dis souvent dans mes propos et je m'arrête après, je vous promets, je ne serai rien sans vous tous, sans tous mes collègues ici qui sont présents et sans les services et tous les collaborateurs que j'ai eus ici et ailleurs, parce que ce sont nos ambassadeurs, ce sont eux souvent qui prennent les premières salves, hein, puisque vous savez, quand on est élu, je le dis pour ceux qui vont continuer ou qui vont démarrer, on fait, c'est pas bien, on fait pas, naturellement, c'est pas bien. Donc, il faut sortir de là et prendre un peu de distance et de hauteur. Je parle pas d'éloignement, hein, de prendre de distance et de hauteur et essayer d'être proche des gens. Mais aussi, moi, j'ai essayé de le faire dans la discrétion. Vous savez, moi, je me souviens des gens qui me disaient, oh, ouais, on voit vous sur le journal, bah ouais, on est obligé quand on est homme public. Mais moi, c'est pas ma philosophie. Je suis plutôt une nature discrète et réservée. Mais bon, il faut se dépasser un peu de temps en temps. En tout cas, merci. C'est trop. Et puis, bonne chance pour le futur. Je ne doute pas que Guerre va encore se développer raisonnablement, dans le respect aussi de l'environnement. Mais on a une carte à jouer aux portes de Rennes, en bordure de la Cadoie, pas très loin de Vannes, et dans la nouvelle marque d'attractivité qu'a adopté le Conseil communautaire, le Morbihan vert. Ça rime. Merci en tout cas. Et après,